aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette 5e édition d'Université qui a donc pour titre, et je prends mes notes pour ne pas me tromper, Génération résilience, crise et réinvention, point d'interrogation. Je vais juste vous rappeler le principe d'université. Donc, université, c'est un rendez-vous qui a été désiré par le théâtre pour ouvrir le théâtre au-delà du théâtre et pour pouvoir se retrouver autour d'invités qui ne sont pas forcément des artistes. Nous avons des artistes, mais pas que. Donc, des invités variés de façon à ce que chacun et chacune puisse dialoguer sur donc, ces différentes thématiques. Donc, ce rendez-vous est le vôtre. On est là pour échanger. Je vais très certainement lancer la conversation avec les invités, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Il y aura un micro qui va circuler en conditions Covid. Voilà, il sera désinfecté. On va vous le tendre. Voilà, je ne sais pas comment les ouvreuses ont décidé. C'est ça ? Oui. De faire, mais voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à prendre la parole lorsque vous le désirez. Ça peut être très tôt dans l'échange, ça peut être un peu plus tard. J'insiste, c'est vraiment votre rendez-vous. Aujourd'hui, donc, nous avons décidé de revenir sur une thématique qui ça ne vous aura pas échappé et très d'actualité, qui est la thématique de la résilience. Donc la résilience, initialement, originairement, c'est un terme du domaine de la mécanique, c'est la résistance des matériaux. Mais ce terme a été de plus en plus investi par la psychologie et notamment par le truchement de Boris Cyrulnik. C'est ça ? Oui. Je me tourne vers notre psychanalyste. Qui l'a popularisé, donc il l'a pas inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Et puis, de plus en plus, le terme a été utilisé dans les manuels de développement personnel, et puis pour définir une économie nouvelle génération, et puis pour définir des missions militaires. Et tout récemment, et je suis sûre que cela ne vous a pas échappé, la résilience est un terme qui a infiltré le monde de People, puisque Ophélie Winter a sorti sa nouvelle biographie, son autobiographie, qui est intitulée Résilience. Donc si vous étiez connecté sur France Inter ce matin, vous avez entendu d'un boomerang. Voilà. Donc la résilience est partout. La résilience, Olivier... Dans les années 90, Dieu lui avait donné la foi. L'époque a changé. L'époque a changé. Tu as raison. Et puis il y avait Shame on Me aussi, donc il y a peut-être des liens à faire avec ça. Ouais, on va réfléchir. Donc il y a des défenseurs de la résilience. Alors on va en citer un, il y en aurait beaucoup d'autres, mais il y a Emmanuel Macron qui défend la notion de résilience et qui a tout récemment préfacé avec d'ailleurs Jean-Michel Blanquer un ouvrage dirigé par Cyrulnik. Et puis, il y a des voix dissidentes qui se sont récemment levées contre la résilience. Et par exemple, Thierry Ribaud, qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas de définir ce qu'est la résilience, de sortir et de faire une manifestation pour ou contre la résilience, mais de voir ensemble ce que la résilience signifie pour nous, pour chacun, pour chacune, et voir quels sont les prolongements possibles de cette notion. Je tiens à préciser que la rencontre a été organisée en partenariat avec le laboratoire CAS de l'université Jean Jaurès, mais également avec At Home, qui est qui est donc la communauté d'entreprises qui est partenaire sur cette édition, mais également la librairie Fleury, qui vous attendra après notre échange et vous proposera des livres sur la thématique. Voilà. Avant de sortir et de vous plonger dans la bibliographie que nos invités vous ont proposée, donc qui sera disponible à la sortie, nous allons donc échanger avec nos invités aujourd'hui, qui sont donc au nombre de 4, que je remercie très chaleureusement. Je vais commencer, donc ce sera en ordre alphabétique. Lou Broquin, qui est metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Créature. Et Lou va vous proposer cette année, en partenariat avec le Théâtre de la Cité et le Festival Mariotissimo, un spectacle qui s'intitule « J'entends battre son cœur ». Et ce sera au mois de novembre, c'est ça ? Ensuite, Clémence Coconnier, qui est psychanalyste et membre de l'association pour la cause freudienne Midi-Pyrénées. Colline Desjans,
qui est co-dirigeante de Drompi, la nature connectée. Et enfin, Olivier Steiner, qui est auteur, chroniqueur et tout récemment réalisateur. Donc je précise. Olivier vient de réaliser un film avec Isabelle Adjani autour de, donc c'est la fête de l'amour. Hashtag Isabelle Adjani, fête l'amour. Non. Fête l'amour, c'est le nom de la campagne d'aide de cette année, en fait. Voilà. Donc voilà, donc c'est un film. Et le film s'appelle L'année où j'ai arrêté de faire de l'art. C'est un texte d'un ami plasticien qui s'appelle Paul Maheuke, qui est un texte qu'on trouve sur le net, qui est diffusé gratuitement, et un texte, pour moi, le plus grand texte sur les rapports entre les artistes et 2020 en général. Enfin, ce qu'a été 2020, qui n'est pas fini d'ailleurs. N'est pas fini d'ailleurs, oui. Donc vous connaissiez peut-être Olivier en tant qu'auteur et chroniqueur, et voilà, il se révèle à nous en tant que réalisateur. Alors, je vais commencer, je vais poser une première question et j'insiste, n'hésitez pas à prendre la parole. Encore une fois, c'est un échange entre nous tous et nous toutes. Je vais me tourner vers notre psychanalyste et donc Clémence, te poser cette question tout à fait basique. C'est quoi la résilience dans le champ qui est le tien ? Vaste question. Oui, alors effectivement, la résilience, c'est pas un concept de la psychanalyse. Comme tu le disais pour présenter le thème de cette soirée, c'est un terme qui a été réutilisé en psychologie. Alors en fait, moi, je suis allée regarder la définition sur Wikipédia, je peux la partager avec vous. C'est vrai que ça ne m'oriente pas du tout dans mon travail. Dans l'accueil des sujets que je peux faire en cabinet libéral ou en institution. Donc, en tout cas, je vais quand même vous la dire. Donc, c'est Wikipédia, hein, c'est vraiment pas une source extraordinaire, mais c'est celle que tout le monde regarde. Hein, donc, la résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. La résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité, par des expériences constructives de l'enfance et parfois par la réflexion ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une thérapie. Voilà, bon, ça c'est Wikipédia. Moi j'ai tout de suite pensé quand j'ai été invitée à parler ici ce soir hein, sur ce sujet, j'ai pensé ce que ça m'évoque, moi c'est justement le traumatisme en psychanalyse, parce que finalement c'est par le traumatisme qu'on a découvert, que Freud a découvert l'inconscient. Donc c'était plutôt par cette entrée-là que ça m'a intéressée de parler. Et donc en fait, le traumatisme, c'est quoi ? C'est un concept qui raconte, enfin qui dit comment, pour un sujet, il y a eu une rencontre avec un réel, enfin une rencontre. Une mauvaise rencontre, mais c'est pour ce sujet-là. C'est-à-dire, le traumatisme est vraiment à distinguer de l'événement, enfin du fait réel pour tous. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est toujours très singulier. Voilà. Et ça se constitue en deux temps. C'est-à-dire, il y a le temps vécu. Après, il y a formation de symptômes. Et à partir des symptômes qui peuvent gêner, déranger, faire souffrir, empêcher de vivre, voilà, il y a plein de variations de ça. Chacun peut venir interroger ce qui a fait traumatisme. Mais il y a un savoir à constituer. Et il n'y a pas de savoir déjà là, en fait. C'est-à-dire que c'est un savoir à élaborer au un par un. Et donc, je trouve qu'en fait, on ne peut pas parler du traumatisme sans l'accoler à cette notion de savoir.
un savoir qui est pour chacun et qui n'est pas le savoir de l'analyste ou du thérapeute, mais finalement c'est le savoir du sujet qui a à élaborer quelque chose à partir d'un indicible, puisqu'il y a quelque chose qui demeure indicible, un réel impossible, inassimilable. Voilà, ça m'évoquait d'abord ça, et ça me faisait penser à quelque chose qu'on oublie beaucoup en ce moment, donc ce temps de la parole. Je peux poser une question. Qu'est-ce qui est indicible vraiment ? C'est la cause du traumatisme ou c'est le traumatisme, le vécu du traumatisme lui-même ? Ce qui est indicible, c'est une rencontre avec un réel, quelque chose qui vient impacter le sujet. Il n'était pas préparé à ça. C'est toujours... ça fait effraction. C'est le caractère d'effraction qui fait que c'est indicible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour dire cette rencontre, en fait. Et donc, il y a ensuite... un savoir à constituer à partir d'une rencontre qui n'était pas préparée, qui n'était pas prévue, une mauvaise rencontre. Pour pouvoir élaborer quelque chose, subjectiver en fait cette mauvaise rencontre, je trouve, moi, ce qui m'oriente beaucoup, c'est Lacan qui parle du temps logique du sujet, et donc il parle de 3 temps. Il y a l'instant de voir, qui est le moment presque on pourrait dire du heurt, ou un effroi, ou un moment où on se dit là il y a quelque chose à savoir de ce qui m'arrive. Voilà, l'instant de voir, le temps pour comprendre, et le moment de conclure. Et ces 3 temps, on ne peut pas les évacuer. On ne peut pas se dire, voilà, tout de suite, ça va aller mieux. Non, on ne peut pas faire l'économie de l'élaboration d'un savoir. Voilà, ça me semble important de rappeler ce temps de la parole qui a tendance à être quand même éludé. Et donc, du coup, la résilience, ça passe par la parole ? Ou est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est une méthode ? Oui. Voilà, c'est clairement pas... je ne sais pas trop ce que ça peut être une méthode, parce que si on parle de méthode, c'est pour tous. Et vraiment, l'éthique de la psychanalyse, c'est de faire au un par un. Donc la méthode, c'est compliqué. Le protocole, c'est compliqué parce que ça supposerait qu'on sait comment traiter un traumatisme, que quelqu'un le sait d'avance, alors que c'est pas comme ça que ça se joue. Ouais. Mais quand on emploie le terme résilience en psychologie ou en psychanalyse, est-ce que ça signifie, est-ce que quelqu'un est résilient, le patient vient voir le thérapeute et le thérapeute constate que cette personne est résiliente, ou est-ce que le thérapeute va l'accompagner pour être résilient si c'est une fin considérée comme... Oui, c'est pas une qualité. Voilà. C'est pas une qualité, il n'y a pas de inné ou pas inné, ça se constitue, c'est de l'ordre d'un savoir, de pouvoir subjectiver ce qui s'est passé, c'est-à-dire le remettre dans le fil de son histoire, se l'approprier en fait, quelque chose qui est tellement étranger, tellement autre, tellement insupportable ou inadmissible ou de l'ordre de l'horreur, c'est en faire quelque chose de son histoire. Donc c'est pas une qualité, c'est une mise au travail. Moi j'ai une question un peu provoque. Est-ce qu'on pourrait dire que la cure, c'est devenir résilient ou pas du tout ? On pourrait dire que pour parler le langage médiatique, on pourrait peut-être dire ça, mais la cure, c'est
c'est pouvoir être sujet un sujet de parole qui peut retrouver du désir dans ce qu'il fait. Donc, quand le sujet se remet à désirer, je ne sais pas si c'est ça la résilience, mais en tout cas, voilà, il y a la pulsion de mort est plutôt derrière, elle n'est jamais effacée, mais elle n'est pas aussi omniprésente, elle n'empêche plus de vivre. La cure, l'enjeu de la cure, je ne parlerai pas en termes de résilience, mais de désir. Oui, c'est de relancer quelque chose d'un mouvement qui se dit en termes de désir. Oui. Colline, alors, tu travailles avec des abeilles. Hein, donc toi, ta start-up, elle crée des ruches qui sont connectées pour essayer de prévenir en fait la mortalité des abeilles, puisqu'on constate que les colonies sont victimes de plusieurs courants qui les affaiblissent. Hein. Voilà, donc toi, tu as inventé avec ton collègue une ruche connectée. Donc avant de parler de la résilience économique et de ton secteur, alors c'est quoi le traumatisme des abeilles qui seraient résilientes? Est-ce que tu les as psychanalysées? Alors, j'ai pas psychanalysé les abeilles, mais il y en a qui l'ont fait, je pense. Non, oui, les abeilles, elles subissent beaucoup de traumatismes, beaucoup d'attaques qui les affaiblissent, qui affaiblissent la colonie. Et donc, il y a les attaques de frelons, les pesticides, l'hiver, le froid, le changement climatique, puisqu'il fait trop chaud, il fait trop froid, le manque de ressources aussi pour manger, puisque du coup, avec le remembrement, on a enlevé toutes les haies de nos champs. Donc, ça a enlevé beaucoup d'alimentation pour les abeilles. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui sont ces facteurs soit de stress, soit environnementaux, qui vont créer l'affaiblissement de la colonie. Donc, effectivement, nous, on a créé un compteur d'abeilles qui permet de détecter l'affaiblissement de la colonie et d'étudier un peu ces phénomènes au niveau de la recherche scientifique pour essayer de trouver des solutions pour les anticiper et pour mieux comprendre en tout cas d'où ça vient et essayer d'enrayer tout ça. Et donc, effectivement, les abeilles, elles sont très résilientes puisque si elles perdent 5000 abeilles à cause d'une contamination pesticides, la reine, elle est capable, les abeilles sont capables de compter et du coup de se dire ok, on n'est pas assez nombreuses. Donc la reine, elle pond plus. Elle sait, par exemple, à la sortie de l'hiver qu'il faut pondre plus pour avoir plus d'activité, avoir plus de butineuses qui vont chercher, etc. Donc elles savent s'organiser en fonction de ça aussi. Et ça, le terme, c'est un terme scientifique, on emploie, on dit les abeilles sont résilientes, hein, ou est-ce que c'est aussi un terme médiatique, peut-être comme disait... Alors j'ai cherché pas mal à résilience et abeilles avant justement l'événement, et il y a une revue qui est sortie en 2016, mais sinon il n'y a pas tellement ces associations. Après il y a la résilience environnementale des écosystèmes, etc., plus globale sur l'environnement, mais pas vraiment c'est pas un mot qu'on utilise spécifiquement en apiculture ou avec les abeilles, mais on en parle beaucoup dans la résilience des écosystèmes environnementaux en général. Et du coup, c'est une définition d'un écosystème qui est résilient, c'est qui se régénère. Oui, voilà, en fait, c'est un écosystème qui se régénère après un traumatisme, donc c'est un peu la même définition qu'en mécanique ou en chimie, ou voilà. Mais juste que ça s'adapte, sauf que la problématique, c'est aujourd'hui, on se dit la nature est résiliente, donc ça va si on la détruit parce qu'elle va repousser, quoi. Sauf que si on rase une forêt entière, elle va repousser, certes, mais à quelle échelle de temps et qu'est-ce qu'elle a détruit derrière? C'est-à-dire qu'il y a des insectes qui ont besoin, par exemple, d'arbres morts qui tombent naturellement dans les forêts, par exemple, pour vivre. Et du coup, si on rase les forêts, il n'y a plus ces abris-là aussi. Donc, ça a vraiment beaucoup d'impact sur les insectes. Et donc, oui, la nature, elle est résiliente, mais à quel prix? Et derrière, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'en fait, l'emploi du terme, au début, quand il était... J'imagine que maintenant, la notion change, mais c'était pour justifier le fait qu'en fait, on pouvait, entre guillemets, imposer un trauma à la nature parce que de toute façon, elle allait passer outre, en fait. Oui, en fait, on dit beaucoup la nature est résiliente. Donc, on voit, par exemple, sur des friches industrielles où la nature reprend ses droits. Donc, on se dit, en fait, c'est pas grave si on la détruit, alors qu'en fait, il y a eu beaucoup d'impact entre. Et puis, au final, c'est pas la nature qui va pas survivre, c'est peut-être nous. Et puisque nous, on fait partie de l'écosystème qui a besoin de la nature aussi. Donc voilà.
Et comme on est résilient, ça passe. J'espère qu'on le saura assez. Lou, alors toi, la résilience, ça fait partie notamment, tu me disais, de ton processus de création, même si c'est pas forcément exprimé tel quel, mais en tout cas, c'est indirectement quelque chose qui t'anime. On va dire que forcément, quand ce terme est devenu galvaudé, mais qui est devenu un espèce d'étendard comme ça, ça a fait écho à un processus que moi, j'ai depuis toujours dans mon rapport à la création. J'ai eu, il y a quelques années, à faire une sorte de petite conférence sur qu'est-ce que c'était pour moi la création et la créativité, d'où ça venait. Et en fait, je me suis aperçue que moi, j'ai commencé à créer enfant par refus de la fatalité. Parce qu'un jour, on m'a dit « c'est pas possible », et que c'était pas possible pour moi d'entendre ça. Et donc, il fallait que je contourne ce « c'est pas possible », justement, en me l'appropriant et en faisant quelque part de cette chose qui me désolait. Je pense qu'en toile de fond, bien évidemment, il y avait notre rapport à la mort et au fait qu'on est tous appelés à disparaître un jour. Et je crois que mon rapport à la création est venu de cette chose-là, de ce refus du... Alors, je ne sais pas si c'est un traumatisme, mais en tout cas, du refus de l'impasse. Et donc, je me suis dit, quelque part, il y a quelque chose de la résilience dans le sens où je transforme quelque chose qui m'est imposé, quelque chose que je n'ai pas choisi et qui ne me convient pas. Je m'approprie cette chose et finalement, j'en fais du terreau fertile pour autre chose. J'ai écrit cette phrase qui est franchement un peu cucu les petits oiseaux, mais qui peut un peu exprimer. J'ai dit, pour moi, créer, c'est creuser une porte dans le mur de l'impasse. Et quelque part, je crois que ça rejoint cette idée de résilience qui est de dire c'est pas possible que ça soit pas possible et je vais faire quelque chose de cette posture. Je vais transformer ce qui m'arrête, ce qui m'empêche, ce qui me restreint quelque part. Après, je crois que pour moi, la question de la résilience est une question extrêmement personnelle, extrêmement singulière, selon les individus, selon de quoi on est fait. Et ça ne peut en aucun cas être une injonction, une proposition ou une invitation. Il me semble que c'est un cheminement personnel. Il se trouve que moi, aujourd'hui, je fais ce parallèle-là entre mon processus de création et ce terme-là. Aussi, je dirige une compagnie. Diriger une compagnie, c'est compliqué. Comme diriger une entreprise. C'est compliqué dans les temps qu'on traverse aujourd'hui. Donc, bien évidemment, qu'on est appelé à devoir transformer ce qui nous tombe dessus, littéralement, pour nous dire, bon, ça nous tombe dessus, ok, ça sent pas très bon, mais on va faire en sorte que ça devienne quelque chose de positif. Mais quelque part, en même temps, c'est pas réellement un choix. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix de rebondir, ce fameux rebond dont Olivier parle dans son article. Nous n'avons pas le choix. Donc la question est de dire, ok, résilience, mais à quel moment je choisis aussi d'être résiliente, à quel moment je conscientise que je suis résiliente et à quel moment j'y suis obligée, parce que sinon je disparais. Je disparais, la structure que je dirige disparaît aussi. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont soulevées. Et à quel moment... Pardon, vas-y Clémence. Non, je trouvais intéressant cette distinction. On s'appuie beaucoup nous, là, entre l'impasse et l'impossible. C'est-à-dire que voilà, l'impasse, si les choses sont posées dans ces termes-là, il ne se passe pas grand-chose. Si en revanche on fait sien le fait qu'il y a un impossible de structure, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Bon, ça peut ouvrir d'autres portes. Enfin voilà, ça peut permettre de changer un petit peu l'impasse. Oui. L'axe par lequel on regarde en fait. Si on se dit que tout d'un coup, effectivement, le mur peut être détruit, alors on entrevoit la possibilité de le détruire. Et est-ce que, parce que tu travailles, tu crées des spectacles qui sont en destination d'un très large public, et notamment des enfants. Est-ce que pour toi, le théâtre, c'est une façon pour eux de s'approprier un univers, pour transcender quelque chose ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé ou... Ouais, moi, je me sens une responsabilité quand j'aborde une thématique, puisque je dis que je fais des spectacles pour les humains à partir d'un certain âge. Donc, des fois, c'est pour les humains à partir de 4 ans, des fois, c'est pour les humains à partir de 8 ans. Je me sens une responsabilité parce que j'aime aborder des thématiques existentielles. Je pense que, comme toute personne de théâtre, on ne fait que ça. Mais
j'ai l'impression qu'une des choses qui m'obsède, c'est de dire à chaque individu qui se retrouve dans la salle de spectacle, c'est de lui dire qu'il a ce qu'il faut pour y arriver. Alors pour arriver à quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il a cette capacité de s'en sortir. Et c'est pas du tout un truc manichéen de dire on est tous formidables, on est tous exceptionnels. Non, mais c'est que moi, en tout cas, si je me dis pas ça, si quand je suis face à des réalités qui sont désastreuses, où j'ai l'impression que tout est fini, ou si je ne me dis pas cette chose-là, je ne peux pas avancer. Donc j'essaye de partager avec les humains à qui je m'adresse cette notion de dire que on est capable, à un moment donné, de se relever et d'avancer. Après, je ne le pose pas comme étant, encore une fois, une injonction et de dire si tu n'en es pas capable, tu es vraiment nul, mais d'essayer de tisser au fond de chacun cette petite clairière, de se dire que ça reste possible. On va se tourner vers Olivier, parce que y a des voix comme ça qui s'élèvent et qui nous disent mais si t'es pas capable, pars. Comment ? Et si t'es pas capable, va-t'en. Si t'es pas capable de transcender, tu n'as rien à faire ici. Donc ça fait partie un petit peu aussi d'un discours nouveau, je sais pas, mais en tout cas des choses que l'on peut entendre. Et en janvier 21, tu as écrit donc une tribune dans Libération qui avait pour titre « Nous ne sommes pas des huîtres » et pour sous-titre « Que cache le terme de résilience élevé au rang d'idéologie, telle l'huître qui fait de sa souffrance une perle, on nous enjoint de sortir plus fort du malheur ». Est-ce que tu peux revenir sur cette idéologie de la résilience ? Je vais tellement revenir dessus que je vais lire un petit morceau parce que moi j'écris parce que je ne sais pas parler. En fait. C'est d'abord la raison première. Je l'avais. Oui, voilà. Non, mais après, je vais le lire de façon vivante, si possible. La résilience est partout. On parle même de villes résilientes, inventives, connectées entre elles. Mais alors que cache ce gentil terme de résilience ? Alors ça part d'une image a priori inoffensive, celle de l'huître qui, pour se protéger du grain de sable qui la blesse, sécrète du calcaire, faisant ainsi de sa souffrance une perle. Et cette image a la vie dure. Alors peu à peu, le temps passant, nous sommes sommés de fabriquer des perles. Et c'est ainsi que se met à naître une sorte d'idéologie de la croissance appliquée au malheur. Donc le malheur est quand même... On attend que le malheur soit aussi croissant si possible. Parce que sinon... car la résilience était le nom d'une faculté ou d'une qualité exceptionnelle devenue une idéologie aux inquiétants accents darwiniens. Et une croyance en une sorte de résurrection qui est de moins en moins appelée au souhaité, mais plutôt exigée et attendue. Plus grave encore, la résilience, l'usage, ce qu'est devenu le... J'ai même pas envie de dire le mot, maintenant je dis... Parce que j'avais la moutarde me montait au nez quand j'ai écrit cette tribune au mois de, janvier. Ouais. Mais là, c'est même plus la moutarde qui monte au nez, c'est... parce que ça... c'est le pot, parce que ça s'est aggravé depuis. Non, mais c'est vrai, ça s'est aggravé, c'est dingue. Donc là, je dis même plus le mot, je dis le truc, parce que c'est un truc. Plus grave encore, la résilience gomme la souffrance, la négativité, les blessures, voire les morts. Car un monde résilient ne veut pas remettre en cause un fonctionnement, mais il impose une sorte de devoir psychologique à bien aller, quoi qu'il arrive, et en demandant aux gens de s'accommoder au système en place, qu'il soit économique ou politique. C'est pratique, la résilience. Exit la résistance, vive la résilience. Mais si la résilience était la version positive de la soumission, c'est ainsi qu'un exemple qui vaut ce qu'il vaut. Un gilet jaune résistant, il sera dans la rue, il sera visible, il en fera entendre sa voix. Mais un gilet jaune résilient, moi je pense qu'il est devant sa télé. C'est mon idée. Et puis autre chose un peu, c'est mes idées. Mais est-ce qu'on imagine De Gaulle appeler son mouvement la résilience ?
face au nazisme. Non, c'est pas possible. C'est forcément la résistance. Et la résilience, ça aurait été perdu d'avance. C'est Coco Chanel qui était résiliente, au Ritz. Bref, la résilience implique individualité. Oui, le mot résilience implique individualité et passivité. Il n'y a plus la notion de communauté, de moins en moins. Parce que c'est chacun... Là, je parle de comment la société, en général, les médias, parlent de la résilience. Quel est le bain et donc, on a l'impression qu'on a chacun sa petite résilience à soi. Je sais pas, ça fait penser à des émissions anciennes comme C'est mon choix ou Vis ma vie, j'ai ma résilience. On a chacun sa petite résilience. De la même façon, là je mélange tout, mais bon, c'est pas grave. Mais on discute. C'était le but. Oui, on discute, mais de la même façon parce que tout ça, je pense que c'est lié. Je n'arrive pas encore à bien l'expliquer, mais je le mets en vrac, si vous voulez. Et par exemple, je crois que, pour moi, ce terme de victime et de résilience sont arrivés à peu près en même temps, comme par hasard. Et ça participe à et ça veut dire l'individualité, parce que ce n'est plus l'usage de la victime d'avant qui pouvait être dans la plainte, dans la complainte, donc dans la poésie, dans quelque chose de narratif aussi, qui se partage, qui se dit. Job, Akab, c'est la victime, hein. C'est quand même la plus grande victime, c'est Job, je pense. Mais ça n'a rien à voir avec l'identité victime. Job ne dit jamais « je suis une victime, donc je suis », ou « je suis une victime, donc je veux telle ou telle allocation ou bien reconnaissance médiatique ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc les mots sont bouffés par... il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les mots sont bouffés par le libéralisme, tout simplement, qui est une espèce de force de globe, je sais pas, force molle, qui voilà, qui dévoie... s'approprie des concepts parce que... Pour les dévoyer. Oui, pour les dévoyer, pour les vider de sens et finalement les utiliser. Et en revanche, pour leur faire, parce que c'est capitaliste, une publicité mondiale. Complètement. Aussi, paradoxalement. On n'a jamais entendu parler autant de la résilience, alors que ce n'est pas un mot nouveau. Voilà. Mais c'est ça, que le capitalisme, il fait du neuf avec... Je trouve ça important ce que tu disais sur cette idée du récit. Je rebondis là-dessus parce que justement le récit ça prend du temps en fait. Mais bien sûr. De pouvoir mettre un mot après l'autre, chercher le bon mot, la phrase, le rythme, la tonalité. Et ça, oui effectivement, c'est pas de l'individualisme, c'est du un par un. Ça n'a rien à voir. De distinguer le temps du sujet, le récit de chacun. Et l'individu capitaliste, oui, c'est très différent, effectivement. Et je crois qu'il y a un rapport à la temporalité aussi. Moi, il me semble que pour pouvoir être résilient, encore faut-il avoir digéré, avoir éprouvé complètement la situation. Là, on nous demande, par exemple concrètement, on nous demande d'être résilient face à une chose qui n'est pas terminée, qui n'est pas aboutie, qui ne s'est pas solutionnée ou qui, du moins, n'a pas connu d'évolution majeure. On est encore... les pieds dedans, qu'on nous dit déjà apprenez à vous les laver. Donc non, mais il y a quelque chose comme ça aussi. L'opération Résilience, ça a été le nom de la première opération de Macron contre... Et c'est aussi refuser le rapport au temps, le rapport organique aussi de nous, les êtres humains, de comment on fait pour que l'écho de ce qu'on vit prenne le temps de vivre en nous, pour qu'on puisse... prendre cette respiration qui nous permet d'avoir de la distance aussi et de pouvoir regarder ce qui vient de se passer et donc de faire des choix. Comment peut-on faire le choix de ça alors qu'on est encore dedans ? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? À quel moment ça nie totalement
l'organique. Le temps et l'humain. Oui, et la temporalité, elle n'est pas pareille en fonction des personnes. Et comme je disais tout à l'heure, en fonction de la nature aussi, pour les forêts, etc. Chacun son temps. Du coup, en tant que start-up, est-ce que tu es résiliente face à la catastrophe économique? Alors justement, déjà, avec les start-up, on te dit qu'il faut aller vite, il faut aller fort, il faut aller c'est le but d'une start-up. Moi, sur ma première entreprise, j'étais un peu comme ça. Sur la deuxième, beaucoup moins déjà. Donc, je me considère start-up parce que je suis dans un milieu innovant, etc. et que c'est mon écosystème, mais je suis moins au rythme d'une start-up que d'autres start-up aussi. Et après, oui, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut être résilient, mais comme on dit, c'est chacun son rythme pour analyser les échecs. Déjà, il faut encaisser certains échecs qui sont plus durs que d'autres. Et puis après, il faut prendre le temps de les analyser, de voir ça comme une information, d'apprendre, d'en tirer les leçons et de se dire, OK, à la deuxième entreprise, je ne ferai pas pareil. Et à la troisième et à la quatrième, mais si on en fait plusieurs. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est un peu habitué aux échecs. Tu disais tout à l'heure sur la partie création, etc. En général, on t'arrive, on te dit t'es une femme, tu fais de l'entreprise sociale, non, tu vas pas y arriver. C'est des phrases que j'ai déjà entendues et tu te dis ok, on est dans une impasse. De la part de qui? Du coup, c'est ce genre de phrase qui sur un concours pour gagner de l'argent dans une banque, près d'une banque, voilà. Donc c'est vrai que tu entends ce genre de phrase assez souvent où on te dit t'es une femme dans la tech, tu comprends quelque chose? Oui. Et donc tu arrives face à ces murs là, tu te disais, toi tu arrives avec ton bulldozer et tu casses tout et c'est pour essayer. Et tout à l'heure, tu demandais si la résilience est passée par la parole. Il y en a pour qui ça passe par la parole, l'écrit. Moi, c'est le sommeil, perso. Moi, si j'ai une mauvaise journée, le lendemain, du coup, ça va beaucoup mieux parce que j'ai encaissé le truc et après, je me dis, c'est bon. Il doit y avoir un truc avec les rêves, là, non? Non, mais peut-être. Mais du coup, tu demandais tout à l'heure si c'était la méthode ou quoi, par la parole. Est-ce que ça passait par la parole ou quoi? Donc... Moi, en préparant l'événement, je me suis dit, mais moi, comment je suis résiliente? Et en fait, je dors. Oui, Monica. Le micro, hop, il arrive. Oui, merci à tous pour vos interventions. Bon, c'est sûr que c'est un terme très à la mode en ce moment, on pourrait presque complètement l'évacuer. Mais je crois aussi que c'est un terme, la résilience, qui doit être fondamentalement situé. C'est-à-dire c'est une réponse à un traumatisme, et les traumatismes, ils doivent être situés aussi au niveau culturel. Alors je dirais qu'il y a des traumatismes plus ou moins traumatisants. Et donc, il y a des résiliences plus ou moins faciles et il y a des techniques de résilience qui sont des enjeux par rapport aux techniques de réparation. Quand je vous entends parler, c'est vrai que je me dis, oui, c'est vrai, ça peut être du rebond, de la réactivité, de l'opposition sociale, tout ce que vous voulez. Mais je pense que la résilience, c'est quand même un terme qui fait référence à des traumatismes réels des personnes, c'est-à-dire des choses très graves, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'on l'a complètement dévoyé, ce terme-là. Maintenant, on l'emploie de façon métaphorique, etc. Donc, je pense que situer le terme de résilience aussi par rapport à des traumatismes plus ou moins profonds, ça peut être intéressant et le situer aussi d'un point de vue culturel. Voilà, c'est juste une remarque. Sinon, c'est vrai que c'est un terme qui flotte, du coup. Du coup, tout est résilient, on est tous résilients. Bon, on a mal aux pieds, on est résilient. Enfin bon, voilà, non, il y a des traumatismes profonds. Il y a des gens qui vivent des traumatismes profonds. Ils ont besoin de techniques de résilience. Alors, peut-être par la parole, mais aussi peut-être par le corps, par le théâtre, par les ateliers artistiques, etc., qui sont thérapeutiques, qui sont transformateurs. Certains pays même ont transformé la résilience en réparation, vraiment des politiques institutionnelles de réparation face à des traumatismes très, très forts. Voilà, donc c'est juste une remarque. On met tout sous ce terme de résilience et finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Olivier qui voulait rebondir. Merci pour votre remarque, mais j'avais envie de... Moi, je pense que les gens qui ont subi des traumatismes très graves et très douloureux, ils n'ont pas forcément besoin d'être résilients, ils ont besoin d'aller mieux, tout simplement. Enfin, pourquoi? Enfin bon. Et je veux vous contredire un tout petit peu, mais en toute amitié, vraiment, parce que
il y a 2 jours, j'étais chez mon petit filleul. Il a 4 ans, il a 5 ans là. Il vient d'avoir 5 ans. Et justement, je le vois assez régulièrement. Et donc j'ai vu. Et là, il a sauté une période. En 3-4 ans, c'était quelque chose. C'était un enfant qu'on connaissait, une personne qu'on connaissait. Et là, il a basculé vers quelque chose. Alors, le stade phallique, je ne sais pas, enfin, il y a plein de choses. Et l'Oedipe qui approche, là. Bon, sûrement, bien sûr. Mais et là, il a changé. C'est même inquiétant. Les parents sont un peu inquiets. Il est devenu... son visage est devenu plus de garçon. Bon. Et puis, il a quelque chose de grave dans le regard, presque d'un peu douloureux. Enfin, une chose qu'il avait, une gravité, une nouvelle. Enfin, nous, on n'est pas habitués. Et là aussi, on pourrait dire qu'il y a un phénomène de résilience, mais là, dans le bon terme, là, je prends le côté le plus positif de la résilience. La résilience, ça peut être aussi faire sa mue, passer on meurt à soi tout le temps, enfin pas tout le temps, mais heureusement, mais régulièrement, on meurt à soi. On vit des périodes de nos vies, des tranches comme ça. Il y a des crises plus ou moins spectaculaire, on meurt. Et on revit, on renaît, on revit plutôt. Voilà. Et ça, on peut appeler, si on veut ça, la résilience. Mais alors, du coup, moi, je l'appellerais résilience avec un A, pour ne pas se tromper. Ça fait référence à survivance ou à reliance, avec un A, comme ça. Et la résilience, oui, voilà, je voulais terminer en vous. Vous avez commencé par parler d'une sorte de... Vous avez fait une sorte de définition du mot. Enfin, vous l'avez situé, une situation. Et non, mais je vous agresse pas. Je vous remercie d'avoir dit ça parce que ça me permet... Ah d'accord, d'abord. Non, parce que je voyais j'avais l'impression que le regard était noir. Je suis parano. Et non, oui, résilience, déjà, il y a 3... On pourrait comment on dit, quand on départage, démarquer, voilà, 3 formes de résilience. Il y a la résilience qui est une qualité, donc les matériaux, machin, physique, mais même au niveau de l'humain, c'est qualité. Processus, donc c'est prendre du temps, c'est une transformation comme ça du psychisme. C'est c'est la réparation, c'est la cicatrisation aussi, d'une certaine façon. Et puis, un 3e truc, c'est une force, présentée comme une force, avec un F majuscule, un peu nietzschéen presque. Et ça, c'est beaucoup plus douteux, déjà. Parce que c'est quoi cette force ? Alors déjà, cette force, ce qu'il est sous-entendu, c'est que certains l'ont et l'autre ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est les losers, c'est les perdants de la société, c'est ceux qui n'ont pas de quoi s'acheter un costume, ceux qui comptent pour rien à la gare Montparnasse, par exemple. Et ça, c'est dangereux, c'est très très dangereux. Et ça préfigure même des choses à venir sur les populations migrantes, tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Double société. Et quand l'intelligence artificielle va arriver aussi, double société, ceux qui vont avoir accès à ça et ceux qui n'auront jamais accès à ça, et qui vont devenir des sortes d'esclaves, en fait, des sous-hommes. Et eux n'auront pas accès non plus à la force résilience. Voilà, bon, c'était suffisamment long. Clémence, si vous voulez intervenir. Oui, c'était juste par rapport à cette histoire de contextualisation. Ça me refaisait penser effectivement aux premières cellules, les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, qui ont été créées en 1995 suite à l'attentat du RER à Saint-Michel. Et donc après, voilà, qui perdurent maintenant, qui sont mises en place à chaque attentat ou événement comme ça. D'effroi. Et donc c'est vrai que là, à cette époque-là, en 95, on parlait de le trouble du stress post-traumatique. Et c'est vrai que là, on est en train de glisser, on emploie un peu moins ce terme-là. Et vraiment, c'est vrai qu'on parle de résilience à tout bout de champ.
Et alors, je me dis vraiment résilience, c'est-à-dire qu'on a déjà le résultat, quoi. C'est-à-dire le temps de la crise, là, on peut même plus en parler, c'est complètement évacué. Donc c'est ce temps-là, cette temporalité, ça prend du temps. Et donc on a déjà le résultat, c'est-à-dire l'efficacité. Hein. Qu'est-ce qui est efficace pour être résilient ? Alors ça, c'est quand même limite. Le saut entre le moment où il y a le moment d'effroi. On lit tellement de témoignages de gens qui se sont retrouvés au même endroit, qui n'ont pas vécu la même chose. Hein. Ça, c'est banal de le dire, mais il faut le rappeler parce que c'est vrai que c'est quand même ça qui après oriente la manière de traiter l'effroi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne manière, de bonnes pratiques pour accueillir ce qui s'est joué. Finalement, à chaque fois, on entend dans les témoignages, quand on commence à laisser parler quelqu'un sur ce qui a fait traumatisme pour lui, c'est jamais la même chose en fait dans un événement. Et ça vient là où il y a traumatisme, parce que pour certains il y a traumatisme et pour d'autres pas du tout, c'est parce que ça vient résonner avec quelque chose d'autre enfoui. Voilà. Et donc ça, il n'y a pas de protocole pour accueillir ça en fait. C'est tellement singulier. Il y a une volonté comme ça de trouver absolument une solution qui soit bonne pour tous. Et c'est à l'image des sociétés dans lesquelles on vit aussi, de vouloir uniformiser comme ça en disant c'est bon, on a la recette miracle, c'est Ariel en machine, ça vire toutes les tâches et on est bien après. Non mais il y a aussi... Je pense qu'il y a aussi la question de la rentabilité, de comment, et puis de la responsabilité, de montrer qu'on est responsable et réactif et qu'on a la solution. Parce qu'on revient aussi à la question de ne pas avoir de solution et de comment accepter de ne pas avoir de solution. Oui, et effectivement, voilà, c'est accepter qu'il y a un temps d'impossible qui est traité selon une temporalité propre à chacun, en fonction des rencontres, de ce qui est, voilà, de là où et puis, quand on met la résilience de cette façon dans l'idée du politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça tue toutes les révolutions. Il n'y a plus de révolution. On ne remet pas en cause le système en place, on s'adapte. Oui, et on fait en sorte d'aller le mieux possible dans le merdier. C'est un terme qui fait taire. Voilà. C'est un terme qui fait taire. Et qui déplace la responsabilité aussi. Et qui culpabilise. Oui, et qui dit, si vous avez un problème, transformez-le. Donc ça déplace aussi la notion de responsabilité et d'enjeu. Ah, moi, il y a un truc que je voulais faire ce soir, c'est justement, comme je savais que j'allais taper sur la résilience, mais je voulais faire un hommage, un éloge, mais c'est un peu au malheur. Non mais on le fait, quoi. Éloge au malheur, messieurs. On fait, non mais c'est, c'est mon portable, c'est pour ça, c'est parce que c'est écrit dessus. Je vais vous lire une moitié de phrase de Proust qui est absolument sublime et qui dit, enfin bon, voilà, je l'avais il y a quelques secondes, mais c'est toujours pareil. Oui. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Bon, c'est pas exactement le malheur, mais c'est quand même l'ombre. C'est le parfum inverse du parfum de la résilience, cette phrase. C'est vrai. Et ce que je voulais dire sur le malheur, c'est que oui, voilà, ce que tu disais, on nous impose la guérison subito, santo, subito, aussitôt, dès que le mal est déclaré, résilience. On n'a même pas eu le temps de déclarer la maladie, presque. Bon. Et voilà, ce qu'on nie, c'est le temps de la maladie, c'est le temps de la rééducation, c'est le temps long du deuil, qui parfois ne se fait pas. Et on peut vivre comme ça aussi. C'est pas grave, ça a fait
ça a fait plein d'écrivains déjà. Non, mais plein d'artistes, ça a fait plein de gens. Ça a fait des gens généreux. Souvent, moi, je trouve que dans la vie, je trouve que les gens, les plus belles personnes, c'est celles qui ont le plus souffert. C'est à chaque fois, c'est très simple ce que je dis, mais c'est tellement observé. C'est parce qu'il y a on apprend du malheur et de la souffrance. Alors après, bien sûr, il ne faut pas tomber dans la complaisance, ça c'est autre chose. Bien sûr, écarter la complaisance. Ce que tu dis de l'apprentissage du malheur, c'est peut-être ça, simplement la résilience aussi. C'est peut-être la vraie résilience. La vraie, la vraie, celle que nous avons envie de nommer résilience. C'est accepter de vivre à un moment donné avec le malheur, puisqu'il est là, et puis même avec l'échec, et même échouer dans son échec. Allez, on y va, on échoue dans son échec. Et on insiste et on touche le fond. Il faut parfois vraiment toucher le fond pour pas rebondir, mais pour se transformer, tout simplement. Changer de focale, que ça dessille. Il y a un truc qui dessille en fait. C'est pas rebondir, on n'est pas sur des... Non, c'est transformer. Il y a quelque chose qui la mutation, la métamorphose qui change. Tu voulais dire quelque chose? Non. Oui, parce que le moment où vous m'avez parlé de cette soirée à l'université, c'était, je crois, en février, et c'était peu après le décès de Jean-Pierre Bacry. Donc il y a eu toute une série d'émissions sur France Culture pour lui rendre hommage. Et justement, je me disais, mais voilà, pourquoi tout le monde l'aime? Pourquoi tout le monde l'aime autant? Enfin, tout le monde, beaucoup. Pourquoi beaucoup aiment cet acteur? Parce qu'il joue des personnages grincheux, en crise. Et je repensais à ce film merveilleux que j'ai vu au moment où il est sorti. On connaît la chanson d'Alain Resnais, où c'est justement chanter le malheur, chanter la tristesse, chanter la dépression, la déprime. Enfin, voilà. Et il y a de l'humour aussi, finalement, possible. En tout cas du récit, encore de la chanson et une forme de jeu. Enfin, là aussi, c'est pas du tout de la complaisance, c'est pas le côté artiste maudit romantique et tout. Enfin, c'est pas ça, mais c'est en tout cas insister sur on peut pas, ça n'existe pas le bonheur en fait. Cette utopie de l'homéostasie, c'est la mort en fait. Enfin, c'est de la plénitude, la recherche de la sérénité. Effectivement, il y a une part obscure qu'il faut... C'est la mort, mais c'est aussi le filtre Instagram. L'autre visage de la mort. Enfin... Mais... je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Enfin, non, mais c'était... Oui, sur l'histoire de la plainte, de la plainte poétique. Bon, c'est des siècles de littérature, tout ça. Et non, je cherche toujours mon fil, mais c'est bête. C'était pour terminer, pour parachever. Mais est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, je reviens à ça, mais ce dont tu parles, c'est la transformation. C'est encore une fois comment de cette chose qui nous accable et qui nous empêche de respirer, on finit par en faire une chanson qui peut avoir du second degré, où on va écrire un texte, où on va faire quelque chose avec. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Non, je voulais parler de la littérature. Juste un petit mot sur. Juste pour dire. Ça compte. C'est pas la résilience vraiment, mais c'est le cousin. La résilience, comme on dit, c'est un blob. Donc en fait, il y a des ramifications et ça touche par capillarité. En littérature, là, depuis quelques années, depuis la fin de l'autofiction des années 90, début 2000, il y a quand même un truc qui est quand même de plus en plus prégnant. Moi, je le remarque vraiment, parce que je vais aux premières loges, un mépris total de la plainte, du pathos. Quand on dit le pathos, d'ailleurs, c'est tellement bête que maintenant, les gens savent, pour dire qu'un texte est mauvais, ils disent plein de pathos. Mais tu peux analyser un peu plus. Non, c'est juste plein de pathos. Et donc, cet argument-là. Bon, mais ça veut dire quoi, le pathos? Il y a un très beau pathos. Il y a de très belles choses dans les élégies. Au secours. Donc, et ce qui est beau, c'est maintenant, c'est une écriture blanche, carrée, au coup
couteau. Non, ça, l'écriture au couteau, c'est Annie Ernaux. Ça, on ne touche pas à Annie Ernaux, surtout pas. Mais non, mais espèce de truc comme ça, de style un peu froid, un peu brillant, comme ça, un peu distancé. On souffre, mais jamais trop. Ça va. Et, la phrase est belle, ça se tient. Et puis, on se couche bien le soir. Et moi, le lyrisme aussi est taxé vraiment. C'est devenu un défaut. On dit c'est trop lyrique. Comment ça, c'est trop lyrique? Non, mais Hugo, c'est trop lyrique. Ah, mais oui. Camille Claudel, le film, c'est un petit peu trop lyrique. Oui. Donc, non, mais c'est vraiment un poison. C'est vraiment un poison. Et ça, c'est relié à ces trucs de résilience aussi. C'est que c'est la négation de la plainte, du malheur. On ne veut pas ça. On ne veut plus voir ça. On ne veut pas mourir, en fait. On ne veut pas la mort. Et il faut voir, en fait, la conclusion subliminale, ça pourrait être la conférence de Louvain de Lacan, tout simplement. Parce que c'est la source, je crois. On a une question du public. Bonsoir. Alors, ce n'est pas une question, une intervention. Une réaction, un avis ou un partage de plusieurs choses qui ont été dites déjà. Mais on a essayé de mettre une définition sur le mot résilience. On a beaucoup parlé de trauma, on a débattu. Moi, je pense que tout dépend du moment où on a accueilli le mot. Moi, je l'ai commencé à en entendre parler l'année dernière. Ça a été médiatisé, c'est devenu à la mode. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi par rapport à la situation que chacun a vécue? Certains l'ont peut-être découvert plus tôt en ayant vécu un trauma. Ou, voilà. Moi, je pense, découvert comme beaucoup de gens avec la crise sanitaire. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est pour moi? Et je pense que je peux y mettre deux définitions. Je trouve que c'est un terme assez trouble et du coup qui veut tout et rien dire. Pour moi, ça pourrait être l'adaptation à des contraintes dans une situation contraignante. Comment on accepte des contraintes dans la vie de tous les jours. Et dans ce cas-là, ce serait l'acceptation dans les petites choses de la vie. Ça peut être voir le positif, ne pas s'arrêter, ne pas être figé dans une situation qui est contraignante ou voilà, se plaindre, c'est important. Comment on va de l'avant, mais pour les petites choses. Et là où je trouve que c'est dangereux, et je reviens sur ce qui a été dit à peu près plusieurs fois, c'est la médiatisation du terme et la marketisation, notamment par Emmanuel Macron ou des politiques, qui transforment ce terme qui veut tout et rien dire en adaptez-vous et taisez-vous. Et en effet, c'est les dangers de la soumission, du coup. Certes, c'est chouette, c'est important, je pense, de s'adapter et d'aller de l'avant, mais il ne faut pas non plus tout accepter. Et c'est là, je trouve, ce qui est dangereux. Personnellement, moi, je me dis, OK, la situation du Covid, qu'est-ce que j'accepte? On nous a fait accepter plein de choses, le port du masque, voilà, le confinement. OK, où je mets la limite dans ce que je peux accepter, à quoi je m'adapte? Et où est-ce que je dois faire entendre ma voix et je dois dire stop? C'est très compliqué. Et ce terme de résilience, je trouve que vu que ça veut tout et rien dire, ça nous laisse dans le flou et ça arrange peut-être pas mal de monde, sans politisation. Mais voilà, c'était les deux choses que je voulais dire. Déjà, que c'est très personnel comme définition et donc c'est compliqué c'est intéressant d'en parler à plusieurs. Et puis, ce côté de limite entre acceptation pour aller de l'avant et soumission. C'est très intéressant et merci beaucoup. Et Colline, tu voudrais peut-être intervenir? Oui. Je dis juste un truc. Ça revient un petit peu donc à l'intervention de Monique Martinez tout à l'heure aussi par rapport à la situation où on se situe et aussi un phénomène de désémantisation des termes. Voilà, c'est vrai qu'on métaphorise les mots et puis en fait on sait plus ce que ça veut dire. Et ça aussi, ça fait partie d'un discours médiatique. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais bon, voilà, les scientifiques et la science
un peu au second plan. Et c'est vrai que méthodologiquement, c'est bien de revenir aux sources, de revenir de l'endroit de la parole, qu'elle soit culturelle, comme Monique le soulignait, ou qu'elle soit générationnelle, enfin c'est lié, enfin qu'elle soit culturelle, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on a un flou sémantique qui fait qu'en fait, alors c'est génial parce que chacun investit les termes, mais in fine, en fait, on ne sait plus trop de quoi on parle et chacun, en fait, est sur ses directives, ses définitions. Et parfois, c'est difficile de se rencontrer, en fait. Et ça devient effectivement des injonctions, des flous. Et du coup, à partir de là, c'est vrai qu'on peut faire tout faire et nous faire plein de choses. Voilà, là, je suis sortie de mon rôle de médiatrice. Colline. Non, mais oui, je suis d'accord. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de voir comment je pouvais le placer, mais cette histoire de temporalité où on parle de gros traumatismes ou de petites choses du quotidien, moi, personnellement, je ne pense pas avoir vécu dans ma vie de gros traumatismes. On sait qu'une personne sur deux est amenée à vivre un traumatisme, des attentats, un viol, un crime ou quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup. Et du coup, on se dit que... Enfin, moi, je vois effectivement la résilience comme quelque chose qui va être du quotidien. Enfin, en fait, quand je dis je dors, ça va mieux, c'est effectivement pour moi, c'est du quotidien. Et pour des personnes, ça peut être plus long. Et là, tout à l'heure, vous disiez que la résilience, c'est de suite, on t'amène une finalité. Au final, est-ce que la résilience ne devrait pas être un terme qui devrait être appliqué aux petites choses et finalement garder le terme de post-traumatique ou à des gros traumatismes? Je ne sais pas, en fait. Ça, c'est un truc que je voulais dire. C'est toi qui me fais penser à ça en disant gros traumatisme. Traumatisme. Un truc dont je voulais parler, c'est Auschwitz, la Shoah. À l'époque, dans les années qui ont suivi, dans les années 50-60, il était pour tout le monde hors de question de parler de résilience. Non, c'est le malheur total qui reste et qui est imprescriptible. Le crime, qui est là, c'est un trou dans la trame. Et ça, je pense, ça a tendance à disparaître et que la société actuelle, elle a fait disparaître Auschwitz. Les derniers survivants sont morts, de toute façon. Il y a un truc d'Auschwitz qui dit... Moi, ça me touche et ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup lu Duras et Duras, elle revient sans cesse comme ça dans un ressassement de la Shoah, mais elle avait terriblement raison. Il faut absolument le faire et ça n'existe. J'ai entendu des histoires récemment. Il y a les visiteurs à Auschwitz. C'est vraiment un parc. Ça devient de plus en plus un parc d'attraction, quoi, à selfie. Il n'y a pas de McDo encore, mais bientôt. Non, mais ça en dit long. Ça en dit très très long. Et paradoxalement, je crois que, alors pareil, je me tourne vers Clémence, Boris Cyrulnik, je crois qu'il est revenu à cette thématique de résilience qu'il a empruntée encore une fois, parce que c'est pas lui qui l'a signé, mais par rapport à sa propre expérience d'enfant de parents déportés, il y a eu des rafles, il a échappé à 2 reprises à des rafles. Et donc c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, parce que pour lui, c'est cette entrée-là, c'est la Shoah qui a fait qu'en fait il est revenu. Sauf que pour lui, c'est l'entrée, mais que le terme s'est développé comme un cancer, et maintenant c'est la sortie d'Auschwitz, parce que le terme a grossi comme un cancer qui contamine tous les autres mots. On ne parle plus de guérir, on dit résilience. On ne parle plus d'aller mieux, on ne parle plus de se réparer. Ça veut dire quoi ? Tous ces mots, ils sont vachement bien. Pourquoi les changer ? Après, c'est intéressant aussi par rapport au monde d'après, parce que il y a deux... alors, je vais juste finir ma phrase par rapport au monde d'après, parce qu'il y a effectivement ce monde d'après, mais effectivement, vu qu'on est dans un monde de résilience, ça veut dire qu'en fait, le monde d'après, c'était le monde d'hier, alors que, on peut se dire qu'effectivement, il y a des choses... le confinement, pour certaines personnes, ça a été traumatisant, et pour d'autres personnes, ça a été révélateur d'envie, de nouvelles envies, plus proches de la nature, etc. Et donc, donc c'est aussi intéressant parce que ça interroge ce que sera demain, en fait. Madame. Oui, merci. Je voulais savoir si on pouvait, alors pas pour se départager du tout, mais est-ce qu'on ne peut pas parler du deuil, puisque
quand on parle souvent de résilience, effectivement, il y a cette notion au départ de deuil. Alors deuil passe dans le sens forcément deuil, la mort de quelqu'un, mais la mort d'une situation. Et avec effectivement le choc qu'il peut y avoir et tout ce travail dont vous parliez, est-ce qu'on ne peut pas plutôt l'associer à ça? Et donc, ces différentes étapes que chacun va effectivement pouvoir passer pour pouvoir construire, est-ce que finalement, ce n'est pas toutes ces étapes-là qui sont justement cette difficulté à être résilient ou pas, si on s'arrête effectivement à certaines étapes du deuil qu'on a à faire ou pas, effectivement, comme vous disiez. Ça, c'est une première remarque que je fais comme ça. Et puis après, je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi le terme génération résilience. Alors peut-être Clémence pour la première partie, je sais pas, enfin ou quelqu'un d'autre de la question. Mais... Pour la première partie. Ouais, de la question, puis je répondrai par rapport au titre. Moi, en tout cas, je voulais effectivement encore insister sur cette notion je trouve, de temporalité, parce que le deuil aussi, c'est un mot dans lequel il y a du temps. C'est-à-dire, c'est pas comme ça, quoi. Et c'est pas, enfin, voilà, c'est une notion de processus. Depuis tout à l'heure, moi, je pensais aussi par rapport à votre remarque tout à l'heure qu'il y a plein de manières. Moi, je trouve que c'est très intéressant de souligner ça. Et alors voilà, on essaye de dire, bon, est-ce que la résilience, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Voilà, on voit bien que c'est un mot qui circule, qui parle pas franchement à qui que ce soit finalement, quoi. Voilà, c'est une étiquette. C'est vraiment pas une qualité, pour le redire. Enfin, il n'y a pas être résilient ou pas être résilient. Et puis dire. Enfin, moi, ça me fait penser beaucoup à l'inventivité, l'invention de chacun. Mais ça, il y en a pas qui sont moins inventifs que d'autres. C'est chacun est inventif et trouve à un moment, voilà, parce que aussi dans un lien avec quelqu'un, peut-être une rencontre, une œuvre, une pratique. Voilà, il y a quelque chose qui peut remettre du lien et relancer, oui, quelque chose de la vie. Mais c'est vrai que c'est pas sans la mort, ça c'est sûr. Mais le problème, le cœur du problème vis-à-vis du mot et vis-à-vis de ce que vous dites, c'est toujours cette histoire de durée et de temps, et le libéralisme n'en veut pas. Il faut que ça aille plus vite. Un deuil, ça peut être une décennie, mais vraiment, et ce n'est pas anormal, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas quelqu'un qui se complaît dans son malheur, ça peut être parfois une décennie pour quelqu'un, pour X raisons, qui d'ailleurs ne regarde personne que la personne concernée. Et ça me fait penser à ce temps que les députés avaient voulu restreindre du congé concernant la mort d'un enfant. C'est la même chose. Oui. On va le restreindre un petit peu de 2 jours et demi, ça suffit sur un enfant. Dans le même sens, je ne peux pas m'empêcher de parler d'une mobilisation qui a eu lieu le 10 juin des psychologues, qui est quand même quelque chose de rarissime. Hein. Les psychologues ne manifestent jamais, ne sont pas grévistes. Enfin, voilà, mais par rapport à un arrêté qui est en train de circuler, mais c'est pas du tout pour prêcher ma paroisse, c'est pas trop mon... Voilà. Mais pour dire qu'il y a quelque chose dans le champ de la psychiatrie, j'aime pas dire santé mentale, mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce champ-là de la santé et des décisions des ARS, les agences régionales de la santé, qui donnent des indications aux institutions et des financements pour notamment par rapport ils sont en train de réfléchir à des remboursements de séances de psychologues en ville. Voilà. Donc là, il y a une expérimentation en Haute-Garonne qui est en train d'arriver à son terme, et ils sont dans 3 départements en France, et bien sûr ils réfléchissent à élargir cela au niveau national, bien sûr, le remboursement des séances de psychothérapie. Et alors là, en fait, on a un nombre de séances remboursées avec des durées indiquées. Bon, ça, on n'est pas à la montre, donc on peut subvertir quand même certaines
recommandations, mais il y a en tout cas aussi des choses beaucoup plus graves sur dire qu'il y a certaines thérapies qui ont le droit qui auraient plutôt qui seraient plus efficaces. Ça, c'est en fait, il y a plein d'articles universitaires, scientifiques qui montrent que c'est pas du tout ça, que c'est un lobbying neuro qui veut éradiquer la psychanalyse. Je le dis parce que c'est une pratique de parole qui est censée être longue, alors que justement dans notre champ, on peut témoigner très régulièrement d'effets thérapeutiques rapides. Il y a aussi des effets thérapeutiques rapides dans les pratiques de parole. Mais on a idée que c'est interminable. Et tout ça. Bon, ça, c'est une vieille idée de la psychanalyse. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue au niveau politique de la santé actuellement qui est très grave, parce qu'en fait, il n'y aurait plus qu'une seule manière d'accueillir des autistes, des psychotiques, enfin voilà. Et donc, bon, ça, là, c'est un peu plus dans le genre dans lequel je travaille, mais en fait, c'est très grave parce qu'il n'y a plus la diversité des approches de soins. Et pourquoi ? Pour l'efficacité. Parce qu'il y aurait, en 10 séances, il y en a d'autres qui nous vendent le rêve, c'est-à-dire que ça va aller mieux en 10 séances. Mais de la même façon, l'an dernier, à l'issue du premier confinement, quand la presse avait commencé à dire qu'il y avait des chiffres alarmants comme quoi les jeunes faisaient des dépressions graves et étaient isolés, le gouvernement avait fini par offrir des séances de psy gratuites. Mais combien ? Il y en avait, je crois, 3 ou 4. 3 séances. 3 séances. 22 €. Eh bien voilà. 3 séances, 22 €. Ah ben, tu vas mieux. Mais si tu ne vas pas mieux, c'est que tu n'es pas fini. Peut-être. Tu n'es pas truc, oui. Alors, pour répondre à votre question, après, je crois qu'il y a Maxime qui a une question. Par rapport au titre, alors, pour vous dévoiler les secrets des coulisses de l'université, en fait, c'est Émilie Prader qui est co-responsable des publics et la direction Stéphane Gilles et Galine Stoev et moi-même qui nous réunissons, enfin, on se réunit mentalement. On imagine des thématiques pour l'université, donc parfois c'est spontané, c'est l'un ou l'autre qui propose des sujets, et là je crois ne pas me tromper, c'est Émilie qui a eu l'idée de cette thématique-là qui était... Non, c'est pas Émilie, donc je me trompe, donc c'était quelqu'un parmi nous qui avons eu l'idée, et donc après en fait l'idée c'est une fois qu'on dégage une thématique, on pense à des invités, sachant que ces invités de la société civile, on dit, donc pas des spécialistes, pas des universitaires ou des et puis après donc on les rencontre et moi je suis tenue d'écrire un petit texte de je crois 200 signes pour l'encart et de choisir un titre de façon aussi à ce que ce soit accrocheur. Et donc comment j'écris ce texte et le titre comment je le retiens, en fonction en fait des échanges qu'on a pu avoir. Et il me semblait que c'était les idées qui convergeaient, c'est qu'il y avait que le 21e siècle était particulièrement résilient. Voilà, alors la typographie... En fait, tu es une fan de Mylène Farmer. Mais tout à fait. Et tu m'as pensé à Génération aussi, des gens désenchantés. Exactement. Ophélie Winter et Mylène Farmer, mais j'ai grandi avec, donc on n'échappe pas à sa culture. Et donc il y a le point d'interrogation à la fin, mais effectivement, ce point d'interrogation, c'est Génération résiliente, point d'interrogation, et puis il faudrait les multiplier, mais la typographie ne le permet pas toujours. Voilà pour les secrets de la fabrication de l'université. Maxime. Oui, alors c'était pas tant une question qu'une remarque, une intervention. C'est que j'étais très sensible à ce que vous avez dit au début sur le glissement sémantique et la libéralisation des mots. Récemment, j'ai lu un bouquin qui m'a beaucoup intéressé de Michel Simoneau, qui va nous parler particulièrement parce qu'on est dans un théâtre, mais qui s'appelle « La langue retournée de la culture » et qui explique de façon très synthétique comment le vocabulaire libéral a imprégné, s'est infiltré dans notre vocabulaire artistique et de création. Bon, à tel point qu'un exemple très simple, on parle de projet aujourd'hui pour parler de spectacle. C'est quoi ton prochain projet ? Ah ben non, en fait, je fais un spectacle. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que sur la résilience, c'est exactement ça, et qu'en fait, l'endroit de lutte, il est là aujourd'hui. Il est vraiment sur le fait qu'on est vraiment spolié
de notre vocabulaire, de notre intimité. On est vraiment spolié et pollué par ce vocabulaire libéral, et ça nous pollue tellement qu'on n'a plus vraiment les mots pour dire notre malheur et pour se sortir des situations. Donc je trouve que c'est très important de le dire, et dans cette rencontre, c'est l'occasion que j'ai l'impression et la sensation, et je pense qu'il y a une forme d'urgence à réinvestir les mots, se les réapproprier. Et je crois que c'est Armand Gatti qui avait écrit un texte qui était aussi intéressant, qui s'appelait « La résistance selon les mots ». Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là vraiment, la lutte, elle est là, quoi. Voilà. C'est une lutte vraiment importante parce qu'on se fait vraiment spolier, quoi. On se fait vraiment polluer, on se fait vraiment voler notre intimité, notre richesse et notre engagement par ce glissement libéral, quoi. Et comme par hasard, en même temps, même période, et ça va être un scandale sanitaire bientôt, dans quelques années, la drogue explose chez les jeunes, les moins jeunes, le chemsex, tous les produits qui sont... Enfin, maintenant, il y a... Bon. Comme par hasard, les mots ont perdu leur substance et leur truc. Et, il faut bien... La nature a horreur du vide. Hein. C'est la même période. Non, oui, vas-y. S'il n'y a pas d'autres questions, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, ce qui m'intéresse, moi, dans la résilience, c'est justement ce qu'on fait pour la mettre en place, et comment on fait pour aider les gens, justement, à sortir de situations traumatisantes ou de situations... Et comme on est dans un théâtre, j'aimerais vous interroger sur les dispositifs artistiques, sur l'utilisation, finalement, de la marionnette ou du théâtre ou de la danse. On a vu un exemple avec vous sur la parole qui pouvait être libérée, justement, en cours de séance. Mais moi, c'est tous ces processus de transformation des traumatismes qui peuvent aboutir vers une résilience qui n'est pas forcément passive, ou qui n'est pas forcément irrésistante, mais justement une résilience qui soit créative, qui donne la liberté finalement à des gens qui ont connu des traumatismes. Voilà. Donc, qu'est-ce que le théâtre fait pour la résilience? Qu'est-ce que la danse fait pour la résilience? Qu'est-ce que le corps peut faire pour la résilience? Bon, bien sûr, on sait très bien que la psychanalyse a son rôle à jouer dans ce processus-là, mais que font les arts finalement face à la résilience? Alors, ils disent le malheur. Oui, enfin, je vais juste, dans un premier temps, répondre à cette question. Moi, je ne suis pas thérapeute, je suis artiste et je ne suis pas art-thérapeute. Donc, pour moi, c'est vraiment différent, en fait. Quand je fais un spectacle, je me saisis d'une problématique, d'un questionnement, d'un témoignage qui me touche et je décide de le partager avec les autres humains. De cette posture-là, je me dis que si cette chose-là m'a touchée, sans doute qu'elle touchera d'autres personnes. Je fais des spectacles qui sont libres. C'est-à-dire que je pose ici sur un plateau un positionnement, une vision, un regard, et j'espère que les spectateurs s'en emparent. Mais je ne conçois pas des spectacles dans l'idée de réparer les humains qui seront face à ce spectacle. J'espère qu'il peut les accompagner vers la réparation, mais je ne suis pas dans une disposition de thérapeute. Donc pour moi, c'est deux métiers différents. D'accompagner spécifiquement des traumatismes dans leur guérison au travers des outils artistiques, c'est une pratique à part entière. Et moi, je ne me substitue pas à ça, mais je peux dire qu'effectivement, je fais des spectacles en espérant qu'ils vont aider les humains. Voilà. Peut-être pour contextualiser aussi la prise de parole de Monique Martinez, qui est une grande théoricienne de théâtre. Alors, je suis désolée, il s'avère que je connais Monique et que qui est une grande théoricienne de théâtre et qui travaille aussi notamment avec des artistes, notamment dans le cadre de partenariat avec le CHU, si je ne me trompe pas, pour notamment avec les clowns, pour travailler auprès de patients. Moi, j'ai fait des ateliers comme ça, notamment avec le Gérontopole de Toulouse. Je suis allée jouer au chevet des malades, mais pour moi, c'est totalement différent de mon travail de créatrice, en fait. C'est pas du tout antinomique, et c'est aussi des choses qui se nourrissent, mais c'est pas du tout, je ne me mets pas du tout au même endroit. Et pour moi, il y a aussi une question de légitimité et aussi de connaissance, à la fois des pathologies qui peuvent être déclenchées par des traumatismes, mais aussi des spécificités d'une personne dans la situation dans laquelle je la trouve. Et c'est
pour moi, des fois aussi très important. Par exemple, des gens me disent aussi « Ah, mais quand tu fais tes spectacles, tu fais ta psychothérapie ». Non, je ne fais pas ma psychothérapie sur scène. Je l'ai peut-être fait ailleurs, je la fais peut-être encore ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Pour moi, quand je fais un spectacle, je questionne, j'interroge et je viens donner un objet sensible qui résonne. Et ce que j'aime, par contre, c'est que les spectateurs, à la sortie du spectacle, me parlent de ce qu'ils ont vécu au travers de cette œuvre que je leur ai proposée et de comment ils vont se l'approprier et comment peut-être en voyant le destin d'un autre humain, puisque la plupart du temps on raconte le destin d'un autre humain, ils vont peut-être se sentir moins seuls, consolés, réconfortés ou révoltés par ce qui a été donné. Oui. Mmh. Bien sûr. Oui. Mais madame, là encore, c'est faire du bien. Non, mais ce que vous racontez vis-à-vis des migrants, via l'art et tout ça, mais c'est faire du bien, en fait. Pourquoi résilience, enfin... Ah bon, d'accord. Non, j'ai mal entendu. Alors. Non, pardon, excusez-moi. Ouais. Moi, vraiment, je trouve que ce qui est important, ce que j'entends dans ce que tu dis, aussi dans le programme avec le CHU, c'est-à-dire que vous convoquez des artistes. C'est-à-dire un artiste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui use d'une langue, c'est un style. Et en fait, moi, je crois vraiment à ça aussi, à la valeur que ça a, la rencontre avec une personne qui incarne une langue, un style, un style chorégraphique, enfin voilà, une voix, un travail, une orientation en fait autour de l'objet qu'il travaille lui, finalement un objet caché, un objet qui est jamais là. Mais du coup, je crois vraiment que ce qui fait rencontre, c'est ça, c'est avec une langue, un style. Voilà. Et ça, c'est les artistes, effectivement. Pour moi, il y a un parallèle, par exemple, entre quand j'interviens dans une classe à l'école. Je dis toujours, je suis une artiste. Je ne suis pas une enseignante. Je peux bien évidemment user de la pédagogie pour transmettre ce que j'ai à transmettre, mais je ne suis pas une enseignante. Je suis une artiste qui me positionne vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. Et je trouve que c'est important parce que c'est aussi respecter le travail des thérapeutes, qui est un travail vraiment spécifique. Moi, presque, quand j'intervenais à l'hôpital, je demandais à ne pas savoir, en fait, à ne pas savoir les patients de quoi ils étaient atteints, sauf bien évidemment quand je peux mettre en danger la vie du patient. Bien évidemment, là, j'ai besoin de savoir, mais je pense aussi que c'est notre qualité de peut-être... d'envisager la vie différemment, sous un nouvel angle. Et je crois que c'est justement pour ça qu'on peut faire du bien à l'autre. C'est parce qu'on regarde d'une façon différente. Pas parce qu'on est plus que les autres, simplement parce qu'on a pris peut-être un autre chemin et qu'on a trouvé un autre langage pour exprimer les choses. Après, fondamentalement, bien évidemment, j'espère et je suis convaincue que l'art peut changer, peut aider, peut bouleverser, peut transformer. Sinon, je ne ferais pas le métier que je fais. Mais ce n'est pas l'étendard premier sur lequel je me bats. Je crois qu'il y en a une question. Je ne sais pas si c'est une question ou oui, une excusez-moi, je fais que dire des questions. Je ne sais plus par quel bout réagir, mais je voulais rebondir, réagir. Et par rapport à ce que j'entends, ça me gêne ce truc. Moi, je travaille sur la résilience territoriale et j'ai pas honte du mot. Et j'ai travaillé avant sur le développement durable, ça a été galvaudé, sur la transition. Donc voilà, un mot, c'est un mot. Je pense qu'on est suffisamment intelligent pour aller chercher ce qu'il y a derrière et aller remplir notre valise du mot. Et par contre, je voulais ramener plutôt sur le collectif, parce qu'on parle des personnes. Bon, c'est votre métier, vous voyez les gens tout seuls, mais aujourd'hui, c'est notre monde qui est malade et notre société et chacune, on a vécu un traumatisme qui s'appelle confinement 1, confinement 2, confinement 3. Et on a tous ça en commun aujourd'hui. On l'a vécu chacun différemment. Et ce que je note, parce que j'ai aussi
interroger des collectivités là-dessus, c'est que oui, je pense qu'on veut aller trop vite sur allez, on recommence comme avant et on oublie ça. Et je me posais la question comment les arts, le spectacle vivant notamment, peuvent nous aider à faire ce temps d'expression comment vous disiez, d'exprimer ce qu'on a vécu. On a vécu un traumatisme et on peut l'exprimer par les mots, on peut l'exprimer par la danse, on peut l'exprimer par son corps, on peut l'exprimer en construisant des trucs. Donc, et je ne dis pas que c'est le rôle. Attends, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne veux pas donner un rôle aux arts, mais notamment le spectacle vivant. Mais je me questionne là-dessus. Comment on pourrait ensemble avec les artistes et les gens du spectacle vivant, nous, public, je suis public, je suis voisine, voilà. Comment on pourrait utiliser ça pour peut-être favoriser ce temps de l'expression sur le temps long et en collectif? Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça que c'est sorti. Moi, je sais pas au-delà de l'individu, en fait. Ouais, je ne sais pas si je vais répondre sur l'histoire de la pratique, mais je vais vous donner, par exemple, ce que moi j'ai vécu. Quand le premier confinement est arrivé, j'étais en train de travailler sur un spectacle, donc le fameux J'entends battre son cœur, qui sera joué la saison prochaine, accueilli par le Théâtre de la Cité. Ce spectacle, j'ai voulu le bâtir en me disant que je voulais déplacer les spectateurs et je voulais déplacer l'équipe artistique de ce spectacle en proposant aux spectateurs de ne pas être face à l'œuvre, mais à l'intérieur de l'œuvre. Et donc, j'ai réfléchi à quelle situation dramaturgique je pouvais trouver, enfin, qu'est-ce qui justifiait que je place le spectateur à l'intérieur de l'œuvre. Et je me suis dit, je vais créer une situation inédite, c'est-à-dire que je vais proposer aux spectateurs de prendre place dans la cavité utérine d'une femme enceinte. Et ils seront dans la position du futur enfant, de l'enfant à naître, de l'enfant en devenir, et ils seront les témoins privilégiés de la transformation de cette femme qui va leur raconter le monde du dehors et qui va exprimer aussi toutes les mutations qu'elle connaît. Ça veut dire que je mets des spectateurs en proximité dans un espace clos, en pleine crise de la Covid. Super, youpi, wouh, génial, super idée. Donc là, très vite, avec Marie, qui est la personne qui dirige la compagnie avec moi, on s'est appelé au téléphone puisqu'on n'était pas ensemble, on était confinés, et on s'est dit, on fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation que nous vivons, est-ce que notre réponse et ma réponse artistique est de réellement faire ce spectacle ou non? Est-ce que parce que, comme vous le dites, on est modifié par ce qu'on vit et qu'en tant qu'artiste, encore une fois, on a une responsabilité aussi puisqu'on s'adresse à des personnes. Et en fait, très vite, je me suis dit, oui, justement, j'ai envie de provoquer une étreinte entre une proposition artistique et un public. J'ai envie aussi de revenir à du charnel, puisque là, concrètement, les spectateurs sont soit dans des hamacs, soit dans des fauteuils. Ils font partie du spectacle, ils sont scénographiés, ils sont partie intégrante. Et je me suis dit, oui, aujourd'hui, ma réponse, elle est celle-là. Elle est d'étreindre le monde en faisant quelque part ce parallèle, mais parallèle qui est arrivé par la suite, de dire que quelque part, on a été comme ça confiné dans quelque chose de mortifère, de dur, de vide, de solitude. Et je vais reprovoquer un confinement, mais un confinement que j'estime être fécond et qui va créer du lien, qui va créer du rapport charnel, de l'empathie, de la tendresse, de la bienveillance. Donc ça, par exemple, pour moi, aujourd'hui, d'avoir réussi avec toute l'équipe du spectacle à faire que ce spectacle puisse exister malgré les normes Covid et les gestes barrières, puisqu'on a, avec la co-scénographe, bataillé pendant des heures à voir comment on pouvait quand même mettre des gens dans des hamacs, mais qui soient suffisamment distancés, tout ça, machin. Pour moi, c'est une réponse. C'est une réponse aussi à ce dont vous parliez, de faire corps tous ensemble face à une chose et de proposer le temps de 45 minutes à des spectateurs, de faire collectif, en fait, et d'être à l'intérieur de cette chose. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça a été une des réponses. Et je pense que plein de réponses vont venir, mais que je ne connais pas encore. Je n'ai pas digéré du tout ce qu'on est en train de vivre. Et j'ai plein d'amis artistes qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai été hyper créatif pendant les confinements et tout. » Moi, j'étais vide, sèche. J'étais complètement hébétée. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et j'ai compris que pour créer, j'ai besoin d'avoir du temps où j'observe ce qui s'est passé en moi, où je peux
analyser mon éprouvé et en faire quelque chose. Voilà. On va conclure sur cet être ensemble et ce collectif. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette 5e édition de l'université. Et donc on vous dit à la 6e qui aura pour thème la vie et la mort. À bientôt. Merci. Merci.